Team, j'espère que vous allez bien. On est là pour un épisode FAQ un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui je vous présente la nouvelle activité de Check Ta Paye. Et pour les anciens, vous savez que c'est une reprise d'activité pour Check Ta Paye puisque désormais on reprend la vérification de vos bulletins de salaire. Donc je vais vous parler un petit peu de cette nouvelle activité, mais je vais aussi en profiter pour répondre à vos questions que vous pouvez avoir sur la paye, la carrière. Donc c'est un épisode FAQ paye ta carrière un peu particulier. On va y mettre pas mal de choses. J'ai un peu décidé ça tout à l'heure. J'ai mis une story, mais je pense que vous êtes nombreux à pas l'avoir vue. Coucou Mélanie, j'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde qui nous rejoignent. Ce soir, on est ensemble pour parler donc de la nouvelle activité de Check Ta Paye. Depuis début novembre, on a relancé les prestations de vérification de bulletins de salaire. Donc je vais vous en parler rapidement. C'est quoi, en quoi ça consiste, qui peut y faire appel, dans quel cas est-ce que vous pouvez y faire appel. Ce que je vous recommande, c'est quand je la mettrai en replay, l'échange, de penser à l'enregistrer au cas où demain, vous avez besoin de faire appel à nos services, que vous sachiez un petit peu, avoir toutes les réponses à vos questions. N'hésitez pas dès à présent, si vous savez que vous avez des questions à me poser par rapport à votre paye, votre carrière, etc., à les mettre dans la boîte à questions, donc le commentaire avec un point d'interrogation. Je les prendrai juste après ma courte présentation qui va durer 5-10 minutes. Salut Maître Splinter. Et du coup, ensuite, on enchaîne. Donc, pour la partie vérification de bulletin de salaire, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va bien être enregistré, vous aurez le replay. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vérification de bulletin de salaire? C'est que depuis début novembre, je suis accompagnée maintenant de 3 expertes paye. Donc, ce sont des gestionnaires de paye dans la vraie vie qui font des bulletins de salaire que j'ai sélectionnés après un processus de sélection ultra rigoureux. J'ai eu pas mal de candidatures et au final, 80% d'entre eux n'ont pas été retenus et j'en ai gardé 20% qui m'accompagnent dans ces processus de vérification de bulletin de salaire. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur notre nouveau site tout beau, tout chaud, tout frais. Vous avez une session gratuite. Donc, cette session gratuite, elle sert à quoi? Elle sert à comprendre c'est quoi votre besoin de vérification de bulletin de salaire. Vous allez pouvoir expliquer la situation à une des expertes. Elle va analyser la situation, elle va vous dire de combien de bulletins elle a besoin, parce que je sais que quand vous vous dites qu'il y a un problème là, sur ce bulletin-là, vous avez l'impression qu'on a besoin que d'un seul bulletin pour faire la vérif, mais nous, on peut avoir besoin de jusqu'à 18 mois de bulletins pour vérifier que le montant là que vous avez sur votre bulletin, il est juste ou pas. Et du coup, elles vont vous dire quels sont les documents dont elle a besoin pour l'analyse, et elles vont déterminer l'analyse la plus adaptée à votre besoin. Par exemple, j'ai mes heures supplémentaires qui sont pas bonnes, peut-être que j'aurai besoin que d'un seul mois de bulletin, je vais juste avoir besoin de vous poser quelques questions et je pourrai analyser et faire les recalculs des heures supplémentaires assez rapidement sur un mois de bulletin et répondre à vos questions. Et à ce moment-là, forcément, ce sera une analyse moins coûteuse que si vous me demandez d'analyser les bulletins et de faire un point de situation sur toutes les lignes du bulletin en remontant sur les 12 mois ou sur 2 ans ou sur 3 ans. Et donc, forcément, l'idée, c'est d'avoir vraiment un échange constructif. Comme ça, vous savez combien ça va vous coûter en amont avant tout engagement et si ça vaut le coup ou pas de faire cette analyse. Une fois que vous êtes OK, qu'on vous a dit le prix et que ça vous va, vous passez commande, vous rajoutez tous les documents, les bulletins, etc. Et là, la gestionnaire de paye, elle va prendre en charge votre demande, elle va faire toute l'analyse en off et à ce moment-là, elle va vous rédiger un compte-rendu avec le relevé détaillé de toutes les anomalies qui ont été détectées sur votre bulletin de salaire avec le détail des calculs qui ont fait qu'elle a trouvé cette anomalie. Mais c'est pas tout. En plus des anomalies qu'elle détecte, elle va vous donner une checklist régularisation. C'est quoi la checklist régularisation? C'est le document qui va vous aider à comprendre une fois que votre service paye, votre service RH, ils auront fait la correction, sur le bulletin de correction, quels sont les éléments que vous devez trouver sur votre bulletin pour montrer que ça a été correctement corrigé, etc. Et troisième point, l'autre point qu'elle vous donne, c'est un modèle de lettre de réclamation que vous pouvez donner à votre service paye, votre service RH, pour faire votre réclamation. Parce que ce qui est compliqué, c'est que des fois, nous, on va vous expliquer, on va vous dire, il y a ça qui est faux, mais vous n'êtes pas forcément des professionnels de la paye et vous êtes un peu paumés quand il s'agit de venir en discuter directement avec votre employeur, etc. Donc, l'idée, c'est de vous donner un modèle de lettre que vous pouvez envoyer et à ce moment-là, ça va permettre de
fluidifier les échanges, d'avoir les preuves de ce que vous avancez et les calculs, ainsi de suite. Et enfin, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'appel de débrief où vous allez pouvoir échanger avec l'expert paye qui va vous dire en fait quels sont les éléments de son compte rendu. Elle va vous l'expliciter un peu plus et aussi vous allez pouvoir lui poser des questions à l'experte pour que elle puisse répondre à toutes vos interrogations, que vous n'ayez plus aucun doute sur la prestation d'analyse. Donc voilà, les différents types qu'on va avoir, c'est tout ce qui est check-in. Check-in, c'est quand vous arrivez dans l'entreprise, si ça fait pas longtemps que vous venez d'arriver et que par rapport à ce qu'on vous a dit en entretien, vous rendez compte que les premiers bulletins c'est décevant, c'est parce que ce sur quoi vous vous étiez engagé et vous voulez être sûr que par rapport à vos droits conventionnels, contractuels, par rapport à la loi, tout est ok dès le démarrage du contrat. C'est le check-in pour vous. Après, il y a les différents check-up. Les check-up, c'est je suis en poste. J'ai été malade, j'ai eu un congé maternité, j'ai été en accident du travail et j'ai l'impression que ça va pas comment ça a été traité sur mon bulletin. Je vais plutôt m'orienter vers des check-up. Et enfin, les check-out, c'est je pars, j'ai quitté l'entreprise, on m'a remis mon solde de tout compte et mon solde de tout compte, il m'a l'air faux, c'est pas bon. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire vérifier mon solde de tout compte pour qu'on m'assure que tout ce qu'on m'a payé sur mon solde de tout compte, c'est juste et qu'il ne manque pas d'argent. Au niveau des prix des prestations, ça va de 96 € jusqu'à 344 €. Donc les prix sont très transparents. Les gestionnaires de paye vous les expliquent lors de la session gratuite. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à réserver votre session. Bien sûr, essayez de les honorer ces rendez-vous-là parce que ce sont des professionnels qui prennent de leur temps pour vous recevoir et discuter avec vous de vos problématiques sans rémunération. Et franchement, j'aimerais pas devoir mettre un coût même symbolique parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement échanger sans engagement. Mais c'est vrai que si on a trop de lapins, et on en a eu, on va devoir changer les choses, mettre des listes noires, etc. Et franchement, j'aimerais pas pouvoir le faire. Il y a Mariège qui me demande on peut faire vérifier les fiches de paye combien de temps après avoir quitté l'entreprise. Alors, nous, tout ce qu'on va vous préconiser, c'est de faire vérifier votre bulletin de paye quand ça vaut encore le coup de faire valoir vos droits. Par exemple, le délai standard quand vous quittez une entreprise, et c'est pour ça que je vous recommande de ne surtout jamais signer votre reçu pour solde de tout compte, c'est 3 ans pour les éléments de salaire. Après, en fonction des éléments, pour les indemnités, par exemple, ça peut être 12 mois. Pour d'autres choses, ça peut être 2 ans. Mais en gros, ça va de 1 à 3 ans en fonction du type d'élément de salaire qu'il va y avoir sur votre bulletin de paie. Si vous venez 3 ans après être parti et que vous voulez vérifier votre indemnité de licenciement, on va vous dire ça vaut pas le coup parce que même si elle est fausse, au final ton employeur n'a plus d'obligation de rétablir ton indemnité de licenciement. Donc c'est pour ça que les délais sont ultra importants. Et pourquoi je vous dis de ne pas signer le reçu pour solde de tout compte? Parce que tous ces délais-là, ils redescendent à 6 mois si vous avez signé le reçu pour solde de tout compte, parce que toutes les sommes qui sont mentionnées sur ce reçu pour solde de tout compte, une fois qu'on signe le reçu pour solde de tout compte sans réserve, on va passer les délais à 6 mois seulement. Ok? Écoute, Mariège, maintenant tu me connais, donc j'espère que et tu connais toute l'équipe Check Ta Paye, donc j'espère que ça te servira pour le futur. En tout cas, effectivement, ces délais de prescription, ils sont ultra importants. L'autre point que je veux souligner et sur lequel on attend une actualité légale qui est brûlante en ce moment, c'est sur la partie congés payés et maladie ou congés payés et accident de travail de plus d'1 an. En fait, vous avez vu que le 13 septembre 2023, il y a eu une grosse jurisprudence qui est passée, qui a fait un revirement énorme dans le sens où jusqu'à présent, en France, quand un salarié, il était malade, il perdait le bénéfice de ses congés payés. Il continuait plus à cumuler des congés payés. Sauf que la réglementation européenne, elle a jamais été trop pour. Et là, la Cour de cassation, elle a condamné l'entreprise en disant si, le salarié, il y a droit. Et donc là, on est en train d'assister à un gros retournement de jurisprudence. Donc dès maintenant, les entreprises, elles doivent respecter la loi et si vous êtes malade, continuez à vous faire bénéficier de vos congés payés. Donc, si je suis malade 1 an,
complet, j'ai le droit à quand même mes 30 jours ou mes 25 jours entiers de congés payés. On ne doit pas m'en enlever. Ok, sauf que là, on est sur la question de, pendant des années, on n'a pas fait ça. C'est-à-dire que les salariés qui étaient malades, on leur enlevait des congés. Il y a des gens qui ont eu des graves maladies, des cancers, des problèmes de dos, qui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'étaient pas au boulot et on leur a enlevé ces congés-là. Et aujourd'hui, la Cour de cassation nous dit qu'il faut aussi qu'on régularise parce que si c'est une jurisprudence, ça veut dire que c'est une interprétation de la loi. Donc ça veut dire que cette loi, elle existait il y a longtemps. Donc ça s'appliquait avant et donc il faut que les salariés qui ont été malades dans le passé, eh bien on les régularise. Et habituellement, le délai de prescription, c'est 3 ans. C'est ce que je vous disais pour les éléments de salaire et les congés payés, c'est considéré comme des éléments de salaire. Sauf que là, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'on dit, oui, mais c'est 3 ans si le salarié, il a connaissance des éléments, s'il a la possibilité de faire valoir ses droits. Or là, comme la loi, la jurisprudence, elle n'était pas forcément bien appliquée ou elle n'existait pas, le salarié n'avait pas vraiment l'opportunité de faire valoir ses droits. Donc potentiellement, eh bien, le délai de prescription de 3 ans, il ne s'appliquerait même pas et on pourrait remonter pratiquement jusqu'à 2009 pour réclamer des congés à nos employeurs s'ils nous les ont sucrés. Donc, il y a une grosse discussion sur comment on fait la régule, etc. Donc, c'est pas clair. Donc, c'est vrai que si vous vous réclamez vos congés de la part de vos RH, la plupart du temps, ils vous diront attendez, on attend d'en savoir plus. Par contre, effectivement, il faut absolument que vous preniez le moment, vous preniez date, donc vous fassiez la réclamation maintenant. Comme ça, ça va permettre de vérifier si oui ou non vous avez le droit à ces congés payés ou si vous n'y avez pas le droit. Mais en tout cas, la date, elle sera posée. Et si demain, on a des nouveautés, parce qu'ils ont amené les choses au niveau du Conseil constitutionnel, etc., qui vont nous dire effectivement où est-ce que ça s'arrête et tout, eh ben au moins vous aurez arrêté le délai de prescription et on saura que le 14 septembre, moi, j'ai fait ma réclamation. Alors que si vous attendez de trop, on va peut-être dire que tous ceux qui ont fait leur réclamation après le X date et vous serez pas dedans, quoi. Donc faut faire attention. Alors il y a Snapclap qui me... Alors moi, j'avoue que je ne suis pas juriste, donc parfois je prends un peu des libertés. Et donc heureusement qu'il y a des gens qui précisent. Il me dit la jurisprudence n'est pas une interprétation de la loi, mais l'application stricte de la loi par les juges. Nota bene, sur cette jurisprudence, c'est l'application du droit européen que les juges ont fait primer. Donc merci beaucoup pour cette précision, effectivement. Donc il y a Katoun qui nous dit j'ai été arrêtée 2 semaines, j'ai repris début novembre sur mon bulletin de paye, je m'aperçois qu'ils ont déduit des CP de mon arrêt maladie, puis-je faire une réclamation? Alors attention, comment fonctionnent les congés payés de manière générale et toutes les personnes qui ont eu moins de 4 semaines d'arrêt de manière générale, normalement déjà avec la loi qu'on appliquait avant, vous auriez pas dû voir de perte de congés payés dans le sens où comment on calcule l'acquisition des congés payés fait que de toute façon, en dessous d'environ 1 mois d'absence, vous avez quand même la totalité de vos congés payés parce qu'on acquiert des congés payés par tranche de 20 jours ouvrés de présence ou 24 jours ouvrables de présence. Et comme il y a toujours un peu plus que 20 jours ouvrés dans le mois, vous avez un peu plus de congés, on va dire, de stock. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on accumule les congés? Il est possible que votre employeur, immédiatement quand vous êtes arrêté, il diminue le nombre de congés. Ce à quoi il faut faire attention, c'est au moment où vous allez basculer vos congés. C'est-à-dire que si vos congés vont de juin à mai, c'est au mois de mai qu'il faudra faire attention à combien de congés payés on est en train de basculer. Est-ce qu'on l'a tout rétabli, on a corrigé l'information et on m'en a donné 30, ou est-ce que au contraire, on n'a pas rétabli mon nombre de congés acquis, on a laissé un nombre diminué. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire la réclamation. Après, Katoun, si tu te poses la question, n'hésite pas aussi à poser la question à ton service RH pour savoir si eux, ils régularisent tout de suite ou s'ils régularisent plutôt en fin de période. Ça, c'est des choix de logiciels de paie, d'entreprise, etc. Ça marche? Donc voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur la partie congés payés et les réclamations, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à regarder au niveau du lien en bio. Vous allez avoir la possibilité de télécharger un modèle de lettre de réclamation que je vous ai rédigé si vous voulez faire valoir vos droits sur la partie des absences, congés payés, etc. Et il y a plusieurs outils aussi que je donne pour calculer combien, si mes congés acquis sont bons, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour
tour de ce côté-là et vous recevrez tout ça par mail. Alors, je prends les questions que vous avez dans la boîte à questions et je vais d'abord prendre juste les questions qu'on m'a laissées en story. Il y a une question qui dit, est-ce que la fin d'un contrat d'alternance, c'est comme la fin d'un CDD? Alors, cette question, ça veut dire quoi? Déjà, un contrat d'alternance, c'est quoi? En général, un contrat d'alternance, c'est deux types de contrats. Ça peut être un contrat de professionnalisation, ça peut être un contrat d'apprentissage. Mais aussi, c'est un CDD ou un CDI. Donc, il n'y a pas de différence entre la fin d'un contrat d'alternance et la fin d'un contrat de CDD. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que j'ai eu un CDD de professionnalisation ou un CDD d'apprentissage ou est-ce que j'ai eu un CDI d'apprentissage ou un CDI de professionnalisation. Et donc, si j'ai eu un CDI, la fin, ça va être une démission, ça va être peut-être une rupture conventionnelle, etc. Si j'ai eu un CDD, ce sera une fin de CDD, sauf que c'est un CDD d'alternance, donc il va se terminer de la même manière qu'un CDD. Voilà pour cette première question. Et j'ai une deuxième question qui est comment sont calculés les RTT? Et pour cette question, la grande réponse c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de votre accord RTT. Donc en fait, faut savoir que les RTT, il n'y a pas forcément une règle de calcul absolue qui s'applique à tout le monde, mais il y a eu beaucoup d'accords de RTT qui ont été créés au moment où on est passé aux 35 heures, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a de longues années auparavant, les gens travaillaient plus que 35 heures, et il y a un moment, il y a eu la loi sur les 35 heures. Et donc RTT, ça veut dire réduction du temps de travail. On est venu diminuer le temps que travaillaient les gens. C'est-à-dire qu'ils continuaient à travailler 39-40 heures, mais on leur rajoutait des jours de repos pour faire en sorte que ces RTT viennent compenser le temps qu'ils travaillaient un peu plus ou pas, parce que les patrons pouvaient pas tous se permettre de payer tout ça en heures supplémentaires. Et ces accords de RTT, ils ont été négociés avec des syndicats, etc. Donc, rapprochez-vous, si vous avez des RTT, de l'accord RTT que vous avez dans votre entreprise depuis, je crois, 2008. De toute façon, on ne peut plus signer de nouvel accord RTT. Donc, si votre entreprise a été créée après 2008, théoriquement, il n'y a pas de RTT. Il peut y avoir de la récupération, mais il n'y aura pas de RTT dans l'entreprise. Voilà, et je vais prendre les questions qu'il y a dans la boîte à questions. Alors je sais pas Maï, par rapport à quoi tu dis ça concerne également les ruptures conventionnelles, mais pour le coup je sais pas sur quoi tu rebondissais quand tu as posé ta question, donc est-ce que tu peux me dire, si tu es encore là, c'est quoi ta question précisément, s'il te plaît? Et je vais prendre encore 2-3 questions. Zizinatou qui me dit ah ouais, est-ce que le 13e mois saute lorsqu'on est en arrêt maladie? Souvent il saute, ouais, mais après faut savoir que le 13e mois au niveau légal ça n'existe pas, il n'y a pas de définition légale du 13e mois, donc soit ta convention collective, soit ton contrat de travail, en tout cas l'élément qui fait que tu as un 13e mois et qui est spécifique, ça va venir préciser les modalités d'acquisition de ce 13e mois et les modalités de quand il saute ou il saute pas. Donc, faut pas hésiter à se rapprocher aussi, pareil, de sa convention collective, de l'accord d'entreprise qui met en place le 13e mois et poser la question au RH d'avoir les règles de calcul de ce fameux 13e mois parce que il n'y a pas de définition légale. Je regarde encore dans le feed. Alors Géminade Joël qui a une bonne question, j'avoue que je sais pas. Elle dit est-ce que ça vaut aussi pour le congé parental? Pour moi la notion de maintenir les CP pendant la maladie ou l'accident du travail de plus d'1 an, c'est vraiment lié à cet aspect-là. Je sais pas si le congé parental est concerné, je ferai des recherches, je vous dirai en commentaire si je trouve. C'est ça. Et du coup, on revient sur la suite des questions. Je crois que c'est bon. Il y a Zizinatou qui me dit merci. Maï, Nanaï, n'hésite pas à me dire pour les ruptures conventionnelles. Pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Demain, j'ai une surprise qui part par mail à 8h pour vous donner des infos. Petit indice, il y a un lien avec le Black Friday et il y aura des réductions exceptionnelles sur notamment les calls que je propose pour négocier vos ruptures conventionnelles, vos départs dans le cadre de ruptures conventionnelles, vos négocier vos salaires, etc. Donc n'hésitez pas à regarder, il y aura des réductions qui vont durer que le temps du week-end.
Est-ce que vous avez des questions supplémentaires avant que j'arrête le live pour ce soir ou est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur les prestations de vérification de bulletin de salaire ou pas? En tout cas, n'hésitez pas à partager à vos proches l'information parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent des prestations aux salariés pour vérifier leur bulletin de paye et donc ça gagne à être connu et les experts vraiment, elles ont à cœur de vous aider avec vos problématiques, donc n'hésitez pas à en faire appel. Le CPE, c'est une suspension du contrat, donc pas de CP du coup. Tia, je sais pas c'est quoi le CPE, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là? Mais là, comme ça me parle pas. Ah, le congé parental d'éducation. Oui, c'est ça. Non, pour moi, il n'y a pas de congé de congé, mais après peut-être. Mais effectivement, Snapclap qui dit la maladie est aussi une suspension du contrat de travail, donc à voir. Oui, congé parental. Ok. Bah écoutez, en tout cas, je ferai des recherches, je vous mets en commentaire si je trouve l'info. Mais moi, ce que j'ai lu, c'était surtout sur la maladie et l'accident du travail. Peut-être que le congé parental serait dedans, mais je sais pas. Ça marche? En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et puis au plaisir de se voir sur les stories, les feeds, les posts. N'hésitez pas à liker, abonner, vous partager, etc., etc. Ciao, ciao, bonne soirée.